Alors, deuxième partie de ce cours sur l'âme, l'âme humaine et donc la nature humaine, comme on l'a vu. Alors, je redis un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On a pris l'exemple d'un homme qui meurt brutalement. Et on sait qu'il y a exactement la même matière des deux côtés. Et si on constate, c'est pas difficile, qu'il y a une différence flagrante entre l'homme en vie et l'homme mort, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose. Et il y a forcément quelque chose qui devait animer cette vie. La vie, on peut dire que c'est un fonctionnement, etc. Mais il faut trouver une raison de ce fonctionnement. Ça se fait pas tout seul. Et donc, il y a forcément une cause à ce fonctionnement qu'on appelle l'âme. Donc, alors maintenant, on va poser les objections, parce que vous pensez bien qu'aujourd'hui, on ne va pas accepter ça comme ça. Il faut prendre en compte les objections qui se soulèvent ou qui peuvent se soulever à cette occasion-là. D'un côté et de l'autre, il y a le même homme, si on peut dire, apparemment, la même matière. Mais d'un côté, il y avait la vie, et de l'autre côté, il n'y a plus rien. Et la mort, on appelle, donc la mort, c'est le manque de vie, il n'y a plus aucun fonctionnement, il n'y a plus même pas de principe d'unité. Vous voyez, on pourrait dire, bon, la vie, à la limite, on pourrait imaginer que ça fonctionne tout seul, mais, pardon. La cohésion, l'ensemble, la structure de l'être humain, ça ne peut pas se faire tout seul. Et donc on sait qu'à la mort de l'homme, la cohésion n'y est plus. Il y a encore une cohésion apparente, parce que les atomes ne se délitent pas tout de suite, mais on sait qu'il n'y a plus cette cohésion et que la phase de décomposition est entamée. Bon, pardon pour de prendre cet exemple qui est un petit peu cru, mais bon, je crois que faut faire comprendre, il faut regarder la réalité en face. On y passe tous, malheureusement, mais c'est comme ça. Alors, donc, il faut trouver une raison de cette vie et puis de cette organisation, la matière qui forme un être humain. Et on dit depuis longtemps que s'il y a quelque chose qu'on appelle l'âme, on aurait pu l'appeler d'un autre nom, le principal c'est de reconnaître une réalité derrière tout ça, si on peut dire, sous tout ça, ou qui imprègne tout ça, qu'on appelle l'âme, qui est principe de vie. Bon, on va approfondir ces notions-là. Là, on se met seulement en face de la constatation d'un fait, qu'on peut pas nier. Et dans ce fait, il faut donner une explication à quelque chose qui doit être au principe d'un côté de la vie et de la structure de l'homme et de l'autre côté qui apparemment n'y est plus. C'est pour ça qu'il n'y a plus de vie ni de structure. Il faut expliquer la différence. On a vu que dans toute différence, il y a une réalité pour marquer la différence. Sinon, s'il n'y a pas de réalité qui fait une différence, les choses sont les mêmes. Alors, là, seulement, selon les idées évolutionnistes dont on est rempli aujourd'hui, on pourrait objecter que quelque chose d'essentiel au fonctionnement a enrayé le mécanisme, entre guillemets, dans l'homme, comme ça peut arriver dans un robot, par exemple, je coupe un fil dans un robot, bon, il ne fonctionne plus, paf, une voiture ou même n'importe quel appareil. Et donc, dans l'homme, le cœur s'est arrêté, on a enrayé le mécanisme, et puis voilà, et puis ça s'arrête, et puis bon. Et donc ça nous autorise pas pour autant à attribuer une âme à un robot, et donc il n'y a pas, ça c'est l'objection, il n'y a pas non plus de raison d'attribuer une âme à l'homme. Et deuxième objection, si l'homme est un mécanisme, rien n'empêche qu'il n'ait été assemblé par l'évolution. Alors on va prendre le temps de répondre à ces questions car c'est un point crucial dans notre sujet qui se trouble beaucoup aujourd'hui, où l'on tend à identifier l'homme à une machine, aujourd'hui où l'on tente de fabriquer un homme comme une machine qu'on appelle un robot.
Bon, je précise qu'on appellera robot ici pendant tout ce cours, pas seulement une mécanique métallique ou plastique qui fonctionne, mais aussi toute la partie informatique, hein, l'ordinateur qui le fait fonctionner, hein, parce qu'on va jouer d'un tableau à l'autre et surtout du côté informatique évidemment. Alors, la technologie, il est vrai, est arrivée à des prouesses étonnantes et avec cela, certains se croient autorisés de dire qu'un jour on arrivera à faire quelque chose de semblable à l'homme. Il est vrai que si l'homme est le résultat d'une évolution venant du hasard, bah, qu'est-ce qui empêche, ils sont logiques, hein, qu'est-ce qui empêche l'homme, avec son intelligence et son savoir-faire étonnant, d'en faire autant, sinon mieux, hein, c'est tout à fait logique ça. La question n'est pas facile à traiter, et cependant, c'est possible. On va prendre le temps de le faire. Pour ce qui est de la première objection, il faut se pencher sur l'aspect autonomie. Hein, autonomie, c'est un être qui se meut lui-même, hein, qui fonctionne par lui-même. Du point de vue mécanisme, il est vrai qu'il y a une certaine ressemblance entre l'homme et le robot. Ils ont tous les deux une certaine autonomie. Il y a cependant des différences très importantes entre eux du point de vue de cette autonomie. Comparons-les. On y ajoute l'animal. Ça nous permettra de mieux comprendre les différences. On va faire l'homme, l'animal, le robot et l'animal. Hein. Voilà, donc on va faire un tableau comparatif de l'homme, du robot et de l'animal vis-à-vis de l'autonomie. Et vous allez voir qu'on va découvrir des choses très intéressantes. Alors la première chose que l'on remarque, c'est que l'homme a une autonomie entièrement interne, hein, alors que le robot a une autonomie pratiquement externe. Le robot semble avoir une autonomie interne, mais on sait que son autonomie lui vient entièrement des mains de l'homme. Alors on pourrait objecter, pour l'homme c'est la même chose avec l'évolution. Bah, justement, on va montrer le contraire, hein, un peu de patience. L'évolution n'est pas prouvée, et c'est encore une hypothèse, hein, faut être conscient de ça, et on va montrer qu'elle ne tient pas la route. On va prendre le temps de démonter ces faux arguments, ces apparences d'arguments. Pour l'instant, ce dont on est sûr, c'est que l'homme a une autonomie totale interne, alors que le robot a une autonomie, disons, externe. Il a une certaine autonomie, mais elle ne vient pas de lui, elle lui est totalement externe. Vous allez mieux comprendre, on va préciser avec les points suivants. Hein. Deuxièmement, l'homme a une autonomie de vie, ainsi que l'animal. Et la définition de la vie, depuis longtemps, on le sait, c'est un être qui se meut lui-même. Hein. Un être qui se meut lui-même, la définition du vivant. Chez les plantes, c'est un être qui se nourrit lui-même, qui a une croissance par lui-même. Personne ne tire sur les tiges d'une plante pour la faire grandir. Elle fait cela d'elle-même. Ça peut paraître idiot ce qu'on dit là, mais on ne se rend pas compte souvent du prodige qui représente la croissance des plantes, comme à cette prodigieuse résurrection de toute la nature qu'on appelle le printemps. Hein. Si on réfléchit, on est habitué, on ne fait plus attention, mais toute cette vie qui jaillit, là, les feuilles, les bourgeons qui s'ouvrent, les feuilles qui jaillissent, qui se développent, les fleurs, les fruits ensuite, tout ça, puis ça passe par des êtres vivants très durs. Hein. Le bois, on ne s'imagine pas comment ça fonctionne, comment ça circule dans une matière aussi dure. Le tuyau encore ça va, on dit voilà, ça circule, mais il y a aussi des tuyaux, mais voilà un prodigieux miracle à chaque fois au printemps. On ne se rend pas compte, souvent, même si on regarde, hein, de toute façon. Et donc les êtres, les vivants, plantes, animaux ou hommes, sont des êtres qui se meuvent eux-mêmes. Hein. Chez les animaux, on a en plus la plupart du temps une autonomie de déplacement local. Le robot, lui, s'il a une certaine autonomie locale, qui est loin d'égaler la perfection de certains animaux, n'a aucune autonomie de vie. Loin d'être
Prenons l'avion, hein, loin d'égaler les animaux. L'avion, on a fait des prouesses, mais il est loin d'égaler la perfection, super perfection des oiseaux dans tous les genres. Hein. C'est quelque chose de... Hein, on ne se rend pas compte de ça aussi peut-être, mais il faut savoir découvrir la nature, réfléchir et voir les choses en face, dans leur réalité. Et essayer d'éviter ce brouhaha des médias et de certaines personnes qui veulent nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies ou qui sont pas totalement vraies. Hein, je reprends, le robot, lui, s'il a une certaine autonomie locale et qui est loin d'égaler la perfection de certains animaux, n'a aucune autonomie de vie. C'est une articulation de matière inerte, des pièces de métal ou de plastique, etc., à partir d'une énergie électrique ou thermique et électronique au niveau informatique. Hein. La vie, c'est une activité interne, autonome, jusqu'aux premiers composants que sont les cellules. Il n'y a rien d'inerte. C'est d'ailleurs la différence entre la matière inerte et un corps vivant. Hein. Le vivant est vivant jusqu'aux atomes. Hein. Les cellules, on le sait, sont... Bon, on va en reparler. Et puis, un point extrêmement important pour ce qui nous occupe, c'est que cette autonomie de l'être vivant va jusqu'au renouvellement continuel de ces premiers éléments que sont les cellules. Hein. Si vous savez, on sait qu'au bout d'un certain temps, toutes les cellules, ou peut-être certaines échappent, parce que je crois que les neurones ne se renouvellent pas comme les cellules. Mais sinon, la plupart des cellules, enfin en grande partie, au bout d'un certain temps, les cellules d'un être vivant sont complètement renouvelées. Voilà. Et cela est un des arguments massus contre cette idée que l'être vivant serait le résultat d'un assemblage d'atomes par le hasard de l'évolution. Si c'était vrai, l'être vivant garderait les mêmes cellules qu'il aurait reçues de l'évolution. Ou bien pour changer les siennes, il devrait les recevoir de l'extérieur de cette même évolution. Comment serait-il passé d'être construit de l'extérieur à qui se construit de l'intérieur? Vous voyez, c'est contradictoire ça, on va en reparler, mais là on commence déjà à mettre l'accent dessus. Hein, on ne voit pas là une contradiction entre cette théorie de l'évolution et la réalité que nous avons sous les yeux. Alors le robot est complètement démuni de ce point de vue, avec sa matière totalement inerte. L'être vivant a une autonomie de structure, si on peut dire, il se construit, il se renouvelle sans cesse lui-même, jusqu'à ses éléments constitutifs. On ne se rend pas compte aussi de cette merveille de la nature. Ne voit-on pas là déjà la nécessité d'un principe interne, au-delà de la matière, qui dirige cette matière, jusqu'en ses premiers éléments, au moins les premiers éléments du vivant, principe interne qu'on appelle l'âme. Je rappelle du latin animare, qui veut dire animé. C'est une des preuves manifestes que l'être vivant ne peut pas être le résultat d'un assemblage externe. Vous voyez, il a son organisation propre, interne, avec laquelle il se renouvelle jusqu'en ses premiers éléments. Il n'y a rien du point de vue corporel qui dépende de l'extérieur, sinon la matière première, dont on parlera plus loin. Sinon, tout est pris en main par ce que l'on sent être un principe interne, voyez, qui dirige tout cela. Sinon, c'est pas possible. Comment les cellules auraient l'idée de s'organiser pour former l'être vivant, puisqu'elles disparaissent toutes pour laisser leur place, ou presque toutes pour laisser leur place à d'autres. Au bout d'un moment, corporellement parlant, il n'y a plus du tout pratiquement le même être. Il a été totalement changé. Il n'a pas seulement quitté son enveloppe, comme ça arrive à certains animaux, à la mue, hein, mais tout son être corporel jusqu'à sa plus intime structure. Et comment les nouvelles cellules prendraient-elles la place des anciennes toutes seules? Comment se formeraient-elles toutes seules? Comment s'organiseraient-elles chacune seule pour savoir quelle place avoir, occuper et quelle tâche chacune aura à accomplir?
Et comment sauraient-elles que leur tâche est accomplie, qu'elles doivent mourir pour laisser leur place à d'autres? Et tout cela avec le hasard, alors que c'est super prodigieusement bien organisé pour former pas seulement un être statique, mais un être d'un dynamisme prodigieux, d'une activité dans laquelle les plus grands esprits sont saisis d'admiration. Comment peut-on accepter de telles aberrations? On a là une preuve manifeste que l'être corporel ne peut être le résultat d'un assemblage extérieur d'atomes, comme le veut cette théorie de l'évolution. Mais c'est pas fini, continuons. On est encore là qu'au niveau commun aux animaux et à l'homme. L'homme qui a tout un côté animal, on se souvient que l'on parle là de la différence d'autonomie entre l'animal, l'homme et le robot. On reste là au niveau commun aux animaux et aux hommes, parce que l'homme est animal d'un certain côté. Il en a les fonctions. Autre différence, l'homme et l'animal ont une autonomie d'espèce. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous devinez peut-être? Comment cela? Eh bien oui, l'animal meurt et il naît, et l'espèce perdure et se propage. C'est ce qu'on appelle le cycle de la génération et de la corruption. L'animal, l'être vivant, a une autonomie d'espèce, c'est-à-dire qu'il continue de vivre à travers l'espèce. Il se reproduit lui-même, sans aucune aide extérieure. Et l'on connaît les prodiges de la nature dans la réalisation de cette continuation de l'espèce. Comment les animaux s'accouplent, donnent naissance à des petits de même espèce, les élèvent, et comment ces nouveaux animaux ont toutes les qualités de leur nature pour vivre, non survivre. Ça, c'est une aberration aussi de cette évolution. Pour vivre, tout simplement, vivre pleinement tout ce qu'ils ont à vivre selon cette espèce. Il y a une autonomie totale d'espèce, ce qui lui permet à l'animal de traverser les siècles, l'espèce animale, ce qui lui permet de traverser les siècles intacts, ce qu'on n'est pas prêt de voir chez le robot. Il faudrait commencer à lui apprendre comment s'accoupler le robot et en avoir des petits. Ensuite, on verra pour les élever. Bon. Enfin, on peut se nourrir d'espoir, faux espoir. Mais... faux espoir, ça nourrit pas. Continuons. Autonomie de choix. Alors là, oui, on a l'équivalent chez les trois, l'homme, l'animal et le robot. Dans cette partie, on continue de parler de l'homme en tant qu'animal. On verra ensuite en tant qu'homme avec sa raison. Donc, de ce point de vue, les trois ont un certain programme appelé l'instinct chez l'homme et l'animal, moins développé chez l'homme du fait qu'il doit se guider surtout avec sa raison. Vous avez remarqué peut-être, on connaît les différences entre les étonnantes capacités des animaux dans certaines situations et les possibilités assez réduites chez l'homme. Mais comme dit par exemple le flair du chien par exemple, par rapport au flair si on peut dire, l'odorat de l'homme, ou bien l'ouïe du chien par rapport à l'ouïe de l'homme, etc. Mais comme dit Aristote, si la nature n'a pas donné à l'homme les prodigieux instruments dont elle a doté l'animal, elle lui a donné en un sens bien mieux, c'est-à-dire de quoi inventer lui-même, et parfois bien plus, avec son intelligence et ses mains, comme on le voit aujourd'hui à plein avec tous ces exploits technologiques. Il n'y aurait que là qu'on trouverait chez le robot quelque équivalent à l'animal et à l'homme, mais encore d'une perfection moindre. C'est flagrant, il n'y a pas besoin de faire des études approfondies. On a donc là une autonomie assez remarquable chez tous, comme ce qui guide les animaux à se déplacer dans les airs, dans l'eau, sur terre, dans toutes les conditions possibles et imaginables, à se nourrir, à se reproduire, à élever leurs petits, chez l'animal comme chez l'homme.
Et de même, dans le robot, on arrive à faire des programmes assez remarquables, hein, qui sont loin, cependant, d'atteindre la perfection des animaux, mais qui ont leur valeur tout de même, et le progrès nous promet quelques espérances. Cependant, du point de vue de l'autonomie, il faut remarquer que chez les trois, même chez l'homme, ce n'est pas l'individu qui choisit, hein, faut préciser ça, c'est la nature dans l'individu. Ce qui le montre, c'est que tous les individus de la même espèce font la même chose, hein, à part quelques variantes, ce qui prouve que c'est l'espèce qui choisit, et non l'individu, ou du moins l'individu par la nature qu'il possède. Même chez l'homme, on verra ça en morale dans la prochaine partie de nos cours, prochaine année, et on en a déjà parlé. On appelle ça une année ou une partie, les grandes parties, les 3 grandes parties de ces cours. Et on en a déjà parlé. On verra ça en morale. Nous ne sommes pas responsables des premiers mouvements de notre sensibilité, de nos passions, comme la peur, l'amour, l'attirance vers le sexe opposé, parce que ça vient de notre nature, et de plus, malheureusement, vicié par le péché. Ça ne vient pas de notre personne qui nous rend responsables de nos actes, grâce à la raison par laquelle, comme on le signalait, on est capable d'être conscient de ce que nous faisons. Nous comprenons, nous connaissons la nature de nos actes. C'est grâce à notre intelligence, notre raison, que nous savons ce que sont les choses en elles-mêmes, ce qu'on appelle l'essence, on s'en souvient, et on va en parler encore. Hein, la peur, si j'ai peur, une explosion, je suis dans la rue, une explosion, paf, je sursaute, je ne suis pas responsable. C'est quelque chose en moi, c'est une sorte d'instinct, instinct de conservation, qui met tout de suite tous les moyens de défense et de protection en moi, qui les met en fonction. Ou alors la colère, je peux me mettre en colère contre quelqu'un. Un mouvement de colère peut surgir en moi, de mon cœur, suite à une injustice, pourquoi. Je ne suis pas responsable de ça. Je suis responsable après de ce que je fais de cette peur ou de cette colère. Hein, si la peur, je la laisse m'envahir et puis je tremble de tout mon corps et puis je m'enfuis et je ne sais plus où je vais, je perds la tête même à la limite. Bon là, je suis responsable parce que, bon, dans une certaine mesure, il faut voir aussi, bon, on verra ça en détail. Et on l'a vu déjà, on en a parlé un peu. Et la colère, c'est pareil. Bon, après, qu'est-ce que je fais de cette colère? Est-ce que je la laisse aller, envahir tout mon être, et puis je vais prendre un marteau, puis je vais taper sur la tête du... Bon. Ou alors je vais me maîtriser, je vais dire non, à moi-même. Et tout ça, sont des choses qui viennent d'un certain instinct que nous avons en nous. Alors les animaux fonctionnent complètement avec ça, mais nous avons, avec la raison, nous avons le moyen de maîtriser ça, de le gérer. On a le moyen, ça ne veut pas dire qu'on le fait tout le temps. Donc autonomie relative chez l'animal, l'homme chez l'homme en tant qu'animal et le robot. Alors c'est pareil, le robot, c'est pas l'individu comme tel qui agit, qui n'est donc pas responsable de ses actes, c'est l'espèce, l'animal et l'individu, et le programmeur dans le robot. Hein, le responsable du fonctionnement du robot, c'est le programmeur, enfin tous ceux qui ont participé à sa construction. Et ici s'achève la différence entre l'homme et le robot. Le robot n'est pas capable d'aller plus loin, l'animal non plus d'ailleurs. Il dépendra toujours de son programme, et c'est surtout le robot qui nous intéresse pour l'instant pour ce thème que l'on étudie là. Le robot dépendra toujours de son programme. Il n'aura jamais d'autonomie en tant que personne, ni de responsabilité. Hein.
De même avec l'animal, il dépendra toujours de son instinct. Il ne va pas plus loin, malgré tous les efforts qui ont été tentés pour le faire évaluer l'animal comme un homme. Hein. Vous savez, on a essayé d'éduquer des singes et d'autres animaux, surtout des singes. Et bon, on était très contents, on se dit il est intelligent, tout ça, mais bon, ça va vraiment pas très loin du tout. Hein. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de progrès significatif comme chez l'homme. Hein, on n'a jamais vu un taureau ou un chien au tribunal. L'animal n'est pas responsable de ses actes, ni le robot donc. S'il y a un litige avec un taureau ou un chien, c'est au propriétaire qu'on s'en prend, hein, pas l'animal. L'animal, on l'abat, bon, c'est comme ça, c'est réglé, sans jugement. Mais hein, il n'y a pas de responsabilité. L'animal, il obéit à son instinct, puis comme je disais, bon, chaque animal aussi a une espèce de, pas personnalité, mais une individualité à lui, mais qui ne dépasse pas de beaucoup le champ d'action de l'instinct. Alors, on va maintenant approfondir ces points pour qu'il ne reste aucun doute. On pose la thèse. L'homme a une autonomie de choix totale, absolue et sans limite. C'est ce qui correspond à la liberté. Hein, la liberté chérie, on s'est battu pour ça, on va pas... Personne ne va nier que ça existe sans l'homme. Hein. Il faut savoir plus précisément ce que c'est, on l'a vu déjà. Et là, on va le rappeler. 3 points à étudier à ce sujet, 2 par rapport à l'intelligence et 1 par rapport à la volonté. Donc, premier point par rapport à l'intelligence. L'homme a une autonomie de choix parce qu'il comprend pourquoi il choisit. Bon, pour comprendre ça, il faut avoir suivi nos cours sur la connaissance. Hein. Bon, on va le rappeler un peu. Mais vous voyez, l'utilité de l'enchaînement, la nécessité de l'enchaînement de ces cours, parce qu'on se resserre après constamment de ce qu'on a étudié précédemment, surtout dans les points très importants. Hein. Alors, choisir, c'est quoi? C'est se porter sur une chose plutôt que sur une autre. Hein. Et pourquoi on se porte sur une chose plutôt que sur une autre? Eh bien, parce qu'elle représente un plus grand bien pour nous, réellement ou apparemment. Hein, un bien, quelque chose qui va nous un avantage. Hein. Par exemple, bon, réel ou apparemment, c'est-à-dire qu'une glace à la fraise, ça peut être un grand bien pour un enfant, mais pas forcément réellement, parce que ça peut le rendre malade s'il est fragile ou s'il a déjà beaucoup mangé. Par exemple, un jeune choisit d'être fonctionnaire plutôt que militaire parce qu'il n'y a plus de sécurité. On parle du choix là. La liberté. Il choisit ce bien qui est la sécurité, alors qu'un autre choisirait la carrière militaire parce qu'il aimerait voyager et puis pour le prestige de l'uniforme, par exemple. La sécurité, ce que peuvent apporter les voyages et le prestige sont ce qu'on appelle des biens, parce qu'ils nous apportent quelque chose d'avantageux, réel ou apparent. On a tout un cours là-dessus, je ne sais plus quel numéro, après la connaissance, quand on a étudié le côté affectivité, le côté de la volonté. La différence avec l'animal, c'est que l'homme comprend, il sait ce qu'il choisit, et il comprend pourquoi il choisit ceci plutôt que cela, et cela parce que l'homme saisit l'être, l'essence, avec son intelligence, c'est là qu'il faut avoir vu nos cours précédents, l'essence qui est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. L'essence, pas facile à saisir ça, on l'a vu. L'essence est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Il saisit la raison de ce qu'il fait, l'explication, comme on l'a vu. Il choisit en connaissance de cause. Bon, c'est une expression connue, on bloque comme ça.
pour la comprendre plus précisément. C'est pas facile, hein. De toute façon, même si vous avez suivi les cours précédents, ce sont des notions, je vous l'ai dit, hein, assez difficiles à saisir. Il faut le temps. C'est possible, mais il faut du temps. Alors, quand on voit une personne agir sans en connaître la raison, on se demande parfois pourquoi elle agit ainsi, hein. Et si on y répond à cette question parce que, on donne la raison de son acte, l'explication, vous voyez, hein. En fait, c'est l'essence, que ce soit la réponse à un pourquoi ou à un qu'est-ce que c'est. Hein, on voit des gens, par exemple, je sais pas moi, une personne qui fait un trou au milieu de la route, là, avec une pioche. On va dire, qu'est-ce qu'il fait là? On va aller chercher à connaître l'explication de son acte. L'animal, il se pose pas la question, lui. L'animal, il regarde ça, il intègre ça dans son instinct, et puis il a les réponses adaptées à ça. Donc lui, c'est la nourriture, la reproduction, et puis bon, si ça le concerne pas, il va passer, et puis voilà. Nous, un homme, il va se demander pourquoi il fait ça. Alors il va y avoir un attroupement, les gens ils vont dire, mais qu'est-ce que vous faites là, en plein milieu de rue, vous êtes en train de faire un trou. Les voitures, tout le monde a arrêté. Alors, bon, les voitures, elles sont obligées. Bon, enfin, admettons qu'elles puissent passer. Bon, il y en a qui vont s'arrêter pour voir ce prodige. Alors, vous voyez, quand on voit une personne agir sans connaître la raison, on se demande pourquoi elle agit ainsi, hein. Qu'est-ce qui fait qu'elle agit ainsi? L'essence, la raison, la définition, le sens des mots, etc., tout cela est la même chose comme on l'a vu. Et l'homme est capable de comprendre cela. L'homme comprend, il sait ce qu'il choisit. Bon, pas toujours, mais en principe, il est capable. Il comprend pourquoi il choisit ceci plutôt que cela, parce qu'il en connaît la raison. Du moins quand il n'est pas dans l'erreur aussi, hein, parce qu'il a la capacité, on l'a vu, de saisir la raison des choses, mais l'essence, mais il la saisit pas automatiquement à chaque fois, hein. Il peut penser la saisir et ne pas la saisir. L'animal, lui, comme on l'a signalé, choisit selon un certain programme inséré dans sa nature, appelé l'instinct, avec juste ce qu'il lui faut pour subvenir à ses besoins selon sa nature. Ça, on ne réfléchit peut-être pas beaucoup non plus à ça. Ce sont des êtres remarquablement organisés qui ont des programmes, entre guillemets, pour répondre à tous les besoins de la nature. C'est pour ça que c'est même rien que ça, dire que les êtres sont venus tout seuls par évolution. On réfléchit, on se doute pas de l'aberration par rapport à la réalité. Comment l'être, il sera équipé de tout ce qu'il faut pour lui faire vivre sa vie selon son espèce, comme ça, par hasard. Ça tient pas debout. Même avec ses idées d'adaptation, on va en parler. Hein, mais bon. En deux mots, la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme choisit en connaissance de cause. Il sait ce qu'il choisit, il comprend pourquoi il choisit. Je répète, hein, parce que c'est pas évident tout ça. Parce qu'il voit l'essence des choses, la raison des choses, alors que l'animal obéit à son instinct, sans comprendre la raison de ce qu'il fait. Bon, puis même en insistant, c'est pas facile, hein. On le sait, on le voit, hein, on le sent, mais pour comprendre ça, c'est pas facile. Bon, enfin, vous voyez quand même, hein. On essaye de vous présenter les choses sous les meilleurs aspects pour que vous les compreniez le mieux possible. La différence, c'est quand l'animal, ce n'est pas l'individu qui choisit, c'est sa nature. Alors quand l'homme, c'est l'homme comme individu qui choisit, c'est la personne avec sa raison qui comprend pourquoi il choisit ceci plutôt que cela. Et c'est pourquoi l'homme a une autonomie de choix. C'est lui qui choisit, ce n'est pas sa nature, ou un programme, ou un instinct. Il peut aussi choisir selon son instinct, hein, l'homme. Mais il a le pouvoir de choisir lui-même, personnellement,
en dehors de son instinct. Hein. Par exemple, l'enfant, il va pas manger sa glace à la fraise, il va garder l'argent et puis il va faire une bonne action, il va la donner au pauvre qui est là. Bon, voilà. Il a une bonne éducation chrétienne. Voilà, il dit c'est le carême, bon, là, je vais pas acheter ma glace à la fraise, je vais faire un plaisir à bon Dieu, papa bon Dieu. Puis à mes parents aussi, ils seront contents de savoir que j'ai fait ça. Et bon, on parle d'un enfant qui commence à avoir l'âge de raison, évidemment. Chez l'homme, donc, l'homme a une autonomie de choix, c'est lui qui choisit, c'est pas sa nature, ou un programme, ou un instinct. Ouais, il a aussi un instinct, on le répète, moins développé que chez l'animal, comme on l'a remarqué, mais il n'est pas obligé d'agir selon cet instinct, il a le pouvoir de le maîtriser. Alors, deuxième point par rapport à l'intelligence. Le pouvoir de saisir l'être avec son intelligence donne à l'homme un pouvoir illimité de connaître et donc de choisir. Qu'est-ce que ça veut dire que ça, vous voyez peut-être un peu déjà? Eh bien, donc l'homme saisit l'essence. Pourquoi il saisit l'essence? Parce qu'il saisit l'être avec son intelligence, on se rappelle, au cours sur la connaissance. L'objet de l'intelligence, de cette faculté qu'est l'intelligence, c'est l'être. Hein? Et qu'est-ce que c'est que l'être? On l'a vu, s'il a une valeur d'infini. Parce que c'est tout ce qui existe ou peut exister, l'être. Tout ce qui existe, l'être, la définition de l'être, c'est ce qui existe. Hein? Donc, si l'intelligence est la lettre comme objet, et si il a aussi c'est par son intelligence qu'il peut choisir parce qu'il comprend pourquoi il choisit, et bien, c'est là qu'on comprend que l'homme a une autonomie de choix sans limite. Hein, parce que son objet de connaissance, c'est l'être qui a une connotation d'infini. Hein. Il a une autonomie de choix, comme on vient de le voir, et cette autonomie est sans limite, parce que l'homme saisit l'être qui a valeur d'infini. Alors vous me direz, on n'a pas une infinité d'objets devant nous pour choisir. Non. Mais ça veut dire que on peut en avoir beaucoup, et puis ça veut dire aussi, du point de vue il faut penser aussi au point de vue de la conception. On a dit l'être, c'est tout ce qui est ou peut exister, et vous savez que l'homme est capable de faire énormément de choses. Hein. Il n'y a pas de limite. Donc il va y avoir l'habitation, la différence entre l'animal et l'homme. L'animal, il va faire toujours il va avoir son habitation toujours de la même manière, alors que l'homme va qu'avoir la multitude de façons de concevoir son habitation. Et c'est sans limite. Vous voyez? L'homme peut choisir ce qui existe déjà, et aussi ce qui peut exister, et ce qui peut être réalisable par lui ou par d'autres, ou par Dieu. Et donc, autonomie de choix chez l'homme, sans limite. Deuxième point, par rapport à la volonté cette fois-ci. L'homme a une autonomie absolue de choix. Hein? Alors, comment on précise ça? Pas facile, parce que même des grands philosophes ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est saint Thomas qui a la meilleure explication, et c'est celle-là qui est là, il n'y a pas de doute. En principe, on choisit ce qui a le plus de valeur, ce qui est le plus intéressant hein, pour nous. Par exemple, entre deux, si on me dit je peux gagner, bon c'est un exemple pas forcément type, mais bon, ça ressort mieux. Avec des choses, la compréhension va mieux ressortir avec des exemples plus frappants, plus proches. Si je peux gagner 2000 € ou 300 millions d'euros, on me donne à choisir. Je ne vais pas choisir 2000 €, évidemment. Quoique, ça dépend. Hein, si on considère que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il apporte plutôt en grande quantité des ennuis, voilà. Si on a d'autres principes dans la vie.
Mais en principe, on choisit, bon, ça c'est un exemple un peu simplet, mais on le sait bien, en principe, on choisit ce qui a le plus de valeur. Pour nous, pas forcément en réalité, mais des fois pour nous. Parce que des fois, on voit des gens faire des choix, on se demande, bon. En principe, donc, on choisit ce qui a le plus de valeur, ce qui est le plus intéressant pour nous, mais on peut aussi choisir indépendamment de toute donnée de l'intelligence. On peut par exemple décider qu'on ne choisit rien, ou on laisse le choix en suspens jusqu'à de nouvelles données, ou bien on refuse de choisir. Voilà. On est parfaitement maître à l'intérieur de nous-mêmes de notre choix. Il n'est pas, on va le dire là, le choix n'est pas automatique selon le meilleur bien, comme certains philosophes l'ont cru, comme Leibniz. C'est la voie normale, ordinaire, parce que c'est du fait que le bien est l'objet propre de la volonté, si on se souvient. Mais l'homme a une liberté absolue de choix, en ce qu'il est seul maître des impulsions de sa volonté, indépendamment de toute influence, extérieure et même intérieure. S'il a une volonté assez forte, rien ni personne ne pourrait lui faire accepter ce que lui ne veut pas accepter. On sait que certains l'ont fait sous la torture jusqu'à la mort. Et la mort, évidemment, c'est ce qui s'oppose le plus à tout ce qu'on devrait choisir, apparemment. Ce que n'a pas le robot, qui obéit toujours à un programme. Il n'a pas cette impulsion absolue de la volonté indépendante de toute donnée. Le robot, il dépend complètement de ses données, complètement. De même que l'animal dépend aussi de son instinct, avec une certaine marge peut-être, mais c'est son instinct quand même qui guide ses choix principaux. Donc, pour résumer ces 3 points, l'homme a une autonomie absolue de choix en ce que il sait ce qu'il choisit. Il choisit un petit a, il sait ce qu'il choisit, là on va faire en 3 points. ABC. Petit a, il sait ce qu'il choisit, il choisit en connaissance de cause. Il sait pourquoi il choisit, c'est lui qui choisit comme personne consciente. Petit b, il a un choix infini. Bon, c'est ce qu'on a mis là, on aurait pu garder le même d'ailleurs. Petit b, bon, ça correspond à 2. Il a un choix infini en ce qu'il a le pouvoir de saisir l'être avec son intelligence. Et petit c, ou b, si vous voulez, il peut choisir ce qu'il veut, même indépendamment de ce que lui propose la réalité par ses facultés de connaissance, quelle que soit cette réalité externe ou interne même. Suggestion qu'on se fait dans l'esprit. À l'opposé, l'animal et le robot, petit a, ne savent pas pourquoi ils choisissent. Ils obéissent à un programme en eux, à un instinct chez l'animal, qui ne vient pas d'eux, qui est inséré dans leur nature. Ce n'est pas eux qui choisissent, c'est leur programme ou leur nature. Bon, la vie c'est eux, mais pas trop en tant qu'individu, mais en tant que... c'est leur instinct qui les fait agir. Bon, il y a une petite marge, c'est sûr que, comme on l'a dit, chaque animal a son individualité, mais pas de personnalité. Petit b, ils n'ont pas un choix infini, l'animal et le robot. On le voit dans le mode de vie de l'animal qui est limité à ce que réclame l'essentiel de sa nature. Alors ils ne sont pas, comme disent certains, personnes à courte vue, excusez-moi, ils ne sont pas dans une situation de survie, ils ont simplement juste ce qu'il faut pour vivre correctement. Ce qu'ils ont à vivre selon leur nature, c'est admirablement bien calculé. Les petits c, ils ne peuvent pas choisir indépendamment de leur programme ou de leur instinct, ils n'en ont pas la faculté. Si vous en voyez un, vous viendrez me voir, on étudiera le cas. Donc on voit clairement qu'avec cette autonomie absolue de choix sans limite, en plus des autonomies de vie, de structure, d'espèce,
de choix selon l'instinct, l'homme est loin d'être seulement un mécanisme qui obéit à un programme. C'est déjà cela, parce qu'il a un certain instinct, comme l'animal, étant lui-même en partie animal, mais l'homme est beaucoup plus qu'un mécanisme. L'homme, par-dessus tout ce qu'il fait comme mécaniquement, a un pouvoir supérieur avec son intelligence qui lui permet de choisir lui-même ce qu'il choisit. Parce qu'il comprend, il voit ce qu'il choisit, il choisit en connaissance de cause, pas seulement comme mu par une mécanique. Et ce pouvoir est sans limite, parce qu'il saisit l'être, et il est absolu, parce qu'il permet à l'homme de choisir même en dehors de toute influence extérieure ou intérieure. Voyez ? Le robot ne pourra jamais égaler l'homme du point de vue de la saisie de l'être, de l'essence, parce que ces notions, on l'a vu, étant universelles, sont immatérielles. Et pour saisir l'immatériel, du point de vue de la connaissance, il faut avoir une faculté de même nature. Et seule l'intelligence de l'homme est de cette nature. Le robot étant totalement matériel, ne pourra jamais le faire parce qu'on ne peut inscrire de l'immatériel sur du matériel. Vous viendrez voir si vous y arrivez. Ce n'est pas du même ordre. Par exemple, comment inscrire dans un programme informatique la notion d'animal. Notion d'animal. C'est quelque chose qui va répondre à tout ce qui existe comme animal. Nous, on sait ce que ça veut dire animal. Il n'y a qu'à saisir le mot, et si on en voit un, bon, des fois il faut préciser, parce qu'il y a des ressemblances. Mais, alors le robot, l'ordinateur, il y arrive par moyen détourné, on va reparler, on le sait, mais l'ordinateur ne saisira jamais la notion d'animal. De même, à propos de tous les mots du dictionnaire, vous voyez, le robot pourra manipuler les mots et les signes tant qu'on veut, mais il est complètement aveugle pour saisir le sens des mots. Vous voyez, le sens des mots. Moi, quand je dis une définition, une éclipse, ou un meuble, ou enfin, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a dans le dictionnaire, moi, si j'en connais la définition, si je comprends la définition, c'est-à-dire en saisir les sens, en un seul mot, les sens, je comprends ce que veut dire le mot. Ce que veut dire le mot. Veut dire le mot. Vous voyez ? Le mot, c'est rien du tout, c'est un signe. C'est de l'encre sur du papier, ou autrement. Or, c'est cela l'essence, l'être qui est universel, que nous saisissons sans problème, une fois la définition comprise. Bon, là aussi, il y a eu des problèmes avec la philosophie pour savoir si cette essence était réelle ou pas, si c'était vraiment un objet réel ou pas, et on a traité le problème, c'est le nominalisme, on a traité le problème dans nos cours précédents. Si vous n'avez pas convaincu à ce sujet, vous revenez à ces cours. On peut employer avec le robot des moyens détournés, en insérant dans le programme du robot toutes sortes de données sensibles qui vont être plus ou moins représentatives de ce qu'on voudra lui faire connaître par la suite. Par exemple, on voudra lui faire comprendre la notion de meuble. J'imagine, je ne suis pas programmeur, mais j'imagine qu'on va insérer toutes sortes de données qui soient représentative de ce que cela représente comme réalité, du point de vue universel, mais même ainsi, on n'est pas sûr d'y arriver. Un meuble, moi je vois tout de suite ce que c'est, surtout que j'étais dans le métier au début, j'ai une formation de menuisier charpentier, mais un homme, il voit tout de suite de quoi il s'agit, alors que, bon, il y a des limites aussi, il y a des choses, certains objets qui font partie de plusieurs catégories, mais en général, alors que le robot, comment on va faire?
on va arriver, oui, à donner à mettre certaines données, mais bon, puis de toute façon, c'est pas ce qui est recherché avec ce genre d'instrument, faut dire, hein, le robot. Et c'est difficile pour le robot, c'est-à-dire pour le programmeur déjà, parce que les notions sont universelles, mais c'est d'autant plus difficile que les notions seront plus universelles, comme la notion d'animal, et c'est impossible quand les notions n'ont plus rien de sensible, comme les notions de paix, d'amour, de vérité, d'essence, de tout. La notion de tout, ou de partie. Sinon, en manipulant dans un programme les mots comme des signes que seul l'homme sera jamais capable de comprendre. Vous voyez, la notion d'amour, par exemple, vous pouvez représenter ça à un robot, hein. Une maman qui embrasse son enfant, bon, d'accord, hein, c'est une image, mais... Hein, alors on va manipuler les signes, les mots du dictionnaire, hein, en donnant les définitions. Bon, là, il va s'en sortir. Mais saisir la notion elle-même, il ne pourra jamais, parce que ça fait partie de l'immatériel. Parce que c'est universel, et plus universel est élevé, plus ça sera difficile, plus l'impossibilité sera, si on peut dire, complète. On a vu ça, hein, les 3 degrés de l'universel, premier degré physique, deuxième degré mathématique et le troisième degré métaphysique. Je vais oublier, il faut revenir sur nos cours précédents. Hein, et ce domaine de l'universel n'est d'ailleurs pas facile pour nous non plus. On sait que plus les notions sont universelles, plus on a de mal à les comprendre. C'est pourquoi, on l'a signalé plusieurs fois, la métaphysique qui traite des notions les plus universelles est la plus difficile. On appelle à tort le robot intelligence artificielle parce qu'il reproduit certaines activités mentales de l'homme, et souvent de manière bien plus efficace que l'homme. Et ainsi, il semble avoir l'intelligence, mais il ne l'a pas en fait. Parce qu'il ne saisit pas ce que saisit l'intelligence, c'est-à-dire l'essence des choses. Il a une intelligence, mais on dirait une intelligence d'emprunt, hein, celle de l'homme, qui s'est transposée d'une certaine manière dans le robot. Le robot n'a pas l'intelligence en propre, de même que l'animal. Objection. Choisir, indépendamment de toute influence, le robot peut le faire avec la fonction random, c'est la fonction hasard. Hein, vous avez par exemple dans les calculettes, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait un moment la fonction random, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton et il va vous donner un chiffre au hasard. Je ne sais pas comment ça marche d'ailleurs, du point de vue mécanique, mais informatique, mais voilà, ça existe. Alors on répond oui. Alors, on pourrait dire là, là aussi, il choisit lui-même, il n'est pas sous l'influence du programme. On répond si, mais l'action sera... oui, le robot peut le faire, ça, mais l'action sera encore produite de façon mécanique selon un certain programme, comme pour l'instant. Pourquoi? Il va falloir déterminer d'avance quand le robot va entrer en fonction random, et de quelle manière. Sinon, comprenez que s'il pouvait le faire à tout moment, le robot n'aurait plus d'intérêt, parce qu'un robot, c'est pour nous rendre service dans des tâches déterminées. Alors, s'il peut se mettre en fonction hasard n'importe quand, n'importe comment, c'est comme quelqu'un qui perd la boule, hein, c'est un peu pareil. Il fonctionnerait n'importe comment, dans ce cas-là, il n'aurait aucun intérêt. Hein, il faut toujours que même la fonction random, il faut qu'elle soit déterminée d'une certaine manière, à l'avance. Alors que l'homme peut décider lui-même de choisir absolument ce qu'il veut, indépendamment de tout processus, de toute logique, et à partir d'un principe de décision, et non comme résultant d'un mécanisme qui se brancherait sur une fonction aléatoire dans certaines circonstances. Vous voyez ?
Pour conclure, en réponse à nos deux questions initiales, on rappelle ces deux questions sur la mort brutale de l'homme. Premièrement, il n'y a pas plus de raison d'attribuer à l'homme une âme qu'à un robot. Bon, vous voyez déjà un peu la réponse. Et deuxièmement, donc si l'homme est une sorte de mécanisme, rien n'empêche qu'il soit le produit de l'évolution. Alors on répond d'abord à la deuxième question. L'homme ayant une autonomie absolue de choix, comme on l'a dit, qui échappe à tout mécanisme, prouve qu'il ne peut pas résulter d'une fabrication, entre guillemets, simplement matérielle de l'extérieur. On va y revenir, mais vous voyez et on voit ainsi clairement ce qu'il faut répondre à la première. Bon, on s'attarde un peu sur cette deuxième réponse-là. Vous comprenez. Autonomie absolue de choix, qui échappe à tout mécanisme. Voilà, donc il ne peut pas résulter d'une fabrication extérieure, simplement matérielle extérieure, qui ne ferait qu'un mécanisme, précisément. C'est clair, l'autonomie absolue de choix en lui, qui échappe à tout mécanisme, on l'a vu. Donc il ne peut pas résulter d'une fabrication qui ne va faire qu'un mécanisme. Et on voit ainsi clairement, c'est clair, vous voyez, c'est les démonstrations auxquelles on tenait beaucoup pour faire ces cours. Parce qu'aujourd'hui, on est noyé de connaissances. L'un il dit ça, l'autre il dit l'autre. Ce qu'il faut, c'est démontrer les choses. Et vous voyez, là, on prend le temps de démontrer les choses comme il faut. Et donc, on voit clairement ce qu'il faut répondre à la première question. L'homme a-t-il une âme? Eh bien, après notre exemple de la mort brutale d'un homme, on avait objecté que l'homme est mort simplement parce que la mécanique s'est enrayée. Vous vous rappelez, comme pour un robot, à une autre échelle. Il y a seulement une différence d'échelle, mais de perfection, parce qu'évidemment, l'homme est encore, de façon prodigieuse, beaucoup plus complexe, même du point de vue mécanique, qu'un robot. Mais, bon, il y a seulement une différence d'échelle dans l'objection. Mais dans les deux, il y a un mécanisme et la mort s'explique par un arrêt du fonctionnement de ce mécanisme. C'était l'objection, ça. Or, on vient de montrer que l'homme est loin d'être seulement un mécanisme. Donc, il faut expliquer cet arrêt de la vie en l'homme autrement que par l'enrayement d'un mécanisme qu'on appelle la vie chez l'homme. Vous voyez? Les gens qui voudraient dire, bon, il y avait la vie, ça fonctionnait, paf, ça s'arrête, il y a quelque chose qui a mis où on coupe la carotide, crac, ça empêche le mécanisme de fonctionner, c'est pour ça que le mécanisme ne fonctionne plus. Ça ne suffit pas comme explication, parce que l'homme n'est pas seulement un mécanisme. Vous voyez ? D'ailleurs, l'arrêt de la vie est un fait constatable, ce n'est pas une explication. Voilà. Ceux qui veulent dire la vie s'est arrêtée, donc il n'y a rien au-delà, ce n'est pas une explication, ça. Il faut donner une explication à cet arrêt de la vie. Pourquoi est-elle d'un côté et pas de l'autre, alors qu'il y a exactement la même matière? Eh bien, il faut nécessairement, pour ceux qui veulent insister, pour dire bêtement, parce qu'on l'a dit déjà, pourquoi la vie est-elle d'un côté et pas de l'autre? Parce que le mécanisme est enrayé. Non, on a dit que c'était pas possible. Eh bien, il faut nécessairement admettre une cause interne à cette vie, un principe de vie. Ce principe de vie est ce qu'on appelle l'âme. Et ce principe doit nécessairement être immatériel parce que, d'une part, c'est quelque chose que la matière, d'autre que la matière, puisque la matière, on le répète, est la même des deux côtés. Des deux côtés, vous avez la même matière. Et vous avez autre chose que la matière, qui est d'un côté, qui n'est pas de l'autre. Donc, forcément, c'est immatériel. Vous voyez? Démonstration. Si c'est quelque chose d'autre que la matière, forcément, c'est immatériel.
Il faut donc nécessairement qu'il y ait quelque chose d'un côté qui n'est plus de l'autre, puisque des deux côtés, la matière est exactement la même. Hein? L'âme est donc nécessairement immatérielle. Ah, vous avez vu la démonstration? Oh, il n'y a rien à dire là. Clair, net et sans bavure. D'autre part, du fait que l'homme saisit l'universel, qui est forcément immatériel, l'homme doit avoir un principe de même nature où sont situées les facultés capables de saisir cet objet totalement immatériel, car on ne peut inscrire de l'immatériel sur du matériel, hein. C'est pas du même genre, déjà parce que le matériel est particulier. Ces principes nécessaires où sont logées ces facultés capables de saisir l'immatériel est ce qu'on appelle l'âme. Vous voyez, c'est une autre façon de dire que ce principe doit être immatériel. Ces principes nécessaires où sont, où sont logées ces facultés, ce qu'on appelle l'âme. Alors, complément de réponse au deuxième. L'homme peut-il venir de l'évolution? Eh bien, l'évolution, comme elle est entendue aujourd'hui, étant purement matérialiste, n'a aucune prise sur de l'immatériel. Comment d'ailleurs un être totalement construit de l'extérieur pourrait-il acquérir une autonomie absolue, comme celle que l'on vient d'étudier en l'homme? Donc, raison de plus pour affirmer que l'homme ne peut venir de cette évolution matérialiste. Voilà. L'homme est forcément créé par Dieu, ce qui cadre parfaitement avec ce qu'on a démontré dans les cours précédents. On a d'autant plus tendance dans l'opinion à identifier l'homme à un robot construit par l'évolution que l'homme, malheureusement, ne se sert pas souvent de ses facultés supérieures, hein, de sa pleine liberté, de son autonomie absolue, et vit souvent plus au niveau animal que vraiment librement. Et quand il revendique sa liberté, c'est souvent plus pour ne pas avoir d'entrave à ses envies, à ses passions, auxquelles en fait il obéit, et livre ainsi ce qu'il a de supérieur en lui, sa dignité, à son côté animal, et animal blessé par le péché. Il n'y a qu'à aller voir le résultat aujourd'hui chez les jeunes, hein, par exemple, sans formation morale. Alors, vous savez comment tout ça, c'est parti de 68, hein. Bon, c'est tout un ensemble, mais vous savez comment c'est parti de 68? Ça, j'ai appris il n'y a pas longtemps par un documentaire. Et pareil, c'est les jeunes de la faculté de Nanterre qui ne pouvaient pas aller dans le dortoir des filles, les jeunes garçons. C'est parti de là. Ben voilà, c'est comme disait une historienne, hein, excusez-moi l'expression, mais 68 c'est une histoire de fesses, hein, pour parler poliment. Et voilà, la liberté c'est loin d'être ça, hein, et voilà tous les résultats qu'on a aujourd'hui, et ça continue sur cette façon de se servir, entre guillemets, de nous-mêmes, comme de choses programmées plutôt qu'avec notre véritable liberté. Vous avez l'anecdote moi je ne vais plus me rappeler comment, Diogène, le philosophe Diogène qui vivait dans son tonneau, vous savez, et il allait au milieu d'une foule avec une lampe à la main, comme ça, éclairée. Il disait « Je cherche un homme, au milieu de la foule. Ah oui, parce que on est peu, malheureusement, à répondre à notre véritable définition d'âme qui comporte essentiellement cette liberté absolue, hein, sans limite. Voilà. On vit plus souvent comme, excusez-moi l'expression, mais comme des animaux, en obéissant à nos instincts, hein, comme ceux qui veulent être libérés de toute contrainte sexuelle ou je sais pas quoi. Ils sont esclaves en fin de compte, hein, c'est connu chez nous, chez les catholiques, ils sont esclaves de leur passion en fin de compte, hein. Ils obéissent à ce qui est inférieur en eux. Donc pour discuter alors évidemment avec des conceptions comme ça, on a plus vite fait de sauter sur ces théories qui veulent nous comparer à un mécanisme, parce que
on vit souvent comme des mécanismes. Hein. C'est aussi pour ça, pourquoi parfois il n'est pas difficile de prévoir les réactions des hommes, parce qu'on sait que parfois on appuie sur ce bouton-là, on va voir ça, on appuie sur l'autre, crac. Hein, il y a des gens intelligents qui jouent là-dessus. Que l'homme souvent, alors que si l'homme se servait bien vraiment de sa liberté, on ne pourrait pas prévoir ce qu'il va faire. Alors, question. Bon, je passe parce que c'est pas tellement le sujet. Ce cours est déjà très long, allez voir. Mais je pense qu'il faut traiter cette question-là comme il faut, sinon on est dans un flou sur les questions essentielles de notre vie humaine, et c'est inadmissible, et surtout avec toute la science qu'on a maintenant. Je ne parle pas de la science au point de vue scientifique où on l'entend aujourd'hui, mais la science de la façon la plus générale qu'on a acquise depuis des siècles. Alors, question. Bon, une autre question que j'insère ici, qui n'est pas vraiment essentielle à l'étude. L'homme arrivera-t-il à faire un robot qui remplacera l'homme? Si, c'est quand même très important, parce que ça trouble pas mal de personnes. Mais enfin, vous comprenez la réponse, après ce qu'on vient de dire. Ah, il n'est pas difficile de répondre à cette question. Il faut répondre que oui. Hein. L'homme arrivera à faire un robot qui remplacera l'homme. Il le fait déjà, mais seulement en partie. Hein. C'est-à-dire dans les domaines où l'homme fonctionne comme un mécanisme, comme avec son instinct, ou un programme établi par lui-même dans son expérience. En résumé, le robot n'aura jamais qu'un fonctionnement mécanique, selon un certain programme, comme un animal avec son instinct. Le robot ne comprendra jamais ce qu'il fait, ce qu'il choisit, et il n'aura jamais une liberté totale, hein, une autonomie absolue pour les raisons données. Dans le cadre des programmes, l'homme peut arriver à des prouesses, hein, comme il a déjà montré, mais le résultat sera toujours un être totalement construit de l'extérieur, le robot, hein, et fonctionnant selon un certain programme, sans liberté au sens plein du terme. On a fait du bon travail, là, on a avancé. Hein. On a donc ici confirmé que l'homme a une âme, l'existence de l'âme. Hein. On a confirmé, on a prouvé l'existence de l'âme, hein, qui est totalement immatérielle, hein, et donc qui ne peut pas venir de cette évolution matérialiste, ce que n'a pas et n'aura jamais le robot. Alors même, si une fois reconnu l'existence de Dieu, toute évolution n'est pas impossible, hein, comme on l'a noté déjà, on a remarqué qu'elle est fortement improbable, pour les raisons données, en particulier parce que Dieu ayant un pouvoir illimité et toutes les plus belles perfections, hein, on ne voit pas pourquoi il aurait mis un temps fou à laisser se réaliser par l'éco-seconde ce qu'il pouvait faire lui-même de la façon la plus admirable. Ça ne serait pas à son honneur. Ceci dit, au sens où on entend l'évolution aujourd'hui, c'est-à-dire comme partant de pratiquement rien, hein, quand on dit l'évolution est impossible. On précise bien, hein, on l'entend au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire comme partant de pratiquement rien et allant vers une constante progression, amélioration. Hein. Par contre, il est certain en théologie qu'il y a eu une évolution, mais dans le sens régressif. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut encore employer le mot évolution. Régressif, c'est-à-dire plutôt, il y aurait eu une régression plutôt qu'une évolution, c'est pas dur à voir. Partant d'un monde parfait sorti des mains de Dieu, création, hein, il n'y a qu'à revenir sur nos cours sur la création, est tombé ce monde à partir de ce qu'on appelle le péché originel dans un certain état de déchéance, comportant la souffrance et la mort, monde blessé par le péché de l'homme, le monde que l'on connaît aujourd'hui, hein, avec la souffrance et la mort.
Il y aurait eu aussi un déluge où certaines espèces animales ont été sauvées, mais probablement beaucoup d'autres perdues. Hein, cher Noé, il a peut-être pas pu mettre tout le monde dans tous les couples, un couple de chaque espèce. On sait le nombre d'espèces qu'il y a sur la Terre, qu'il y avait peut-être encore beaucoup plus à l'époque. Ben voilà, ça pourrait être une explication des espèces disparues dont on retrouve des fossiles et qu'on interprète comme des maillons de l'évolution. Voilà, vous voyez, une autre interprétation dont personne ne parle, éventuelle, hein, je ne pose pas une affirmation scientifique, là, mais au lieu de dire que ce sont des témoins des ancêtres, des êtres qu'on a aujourd'hui, voilà l'histoire de Noé qui a mis... on verra que la Bible est véridique, hein, on va le montrer. Hein. Et tous ces animaux que Noé n'aurait pas pu prendre, eh ben, ils seraient perdus aujourd'hui, puisque tout a été recouvert par de l'eau. Tout a péri, les hommes et les animaux qui restaient. Hein. Il y aurait peut-être eu d'autres désordres en ce monde consécutif à ce péché qui n'auraient pas été révélés par l'Écriture. Alors, malgré ces certitudes issues des démonstrations que nous avons données, on va tout de même ajouter des arguments pour montrer toute l'inanité de cette évolution, hein, l'impossibilité même de cette théorie d'évolution, comme elle est comprise aujourd'hui, pour finir d'ôter tout doute à ce sujet. Il faut le faire parce qu'on est complètement enfoncé là-dedans aujourd'hui, à tous les niveaux, hein, même les plus grands scientifiques, enfin, je pense pas tous, non, il doit y en avoir qui ont encore la tête sur les épaules, mais on est tellement baigné là-dedans aujourd'hui qu'on en respire l'air pollué, hein, à tous les niveaux. Hein. Alors on précise encore qu'on entend bien là l'évolution telle qu'on la conçoit aujourd'hui, car on le répète, on n'exclut pas toute évolution, mais s'il y en a une, elle n'a certainement pas été comme on veut le faire croire aujourd'hui, c'est-à-dire comme se réalisant soi-même, comme cause unique de tout ce qui existe, sans pratiquement de cause universelle qu'on appelle Dieu. Cela n'est pas possible, et on donne d'autres arguments qui expliquent pourquoi. Voilà. Il doit y en avoir 8, je crois. Donc, plusieurs arguments pour montrer que cette théorie de l'évolution n'est qu'un leurre pour les esprits crédules. D'abord, faisant ensuite, alors vous allez me dire, mais il y a tous les savants, ils sont d'accord avec ça aujourd'hui, on n'arrête pas de nous en tartiner, retartiner. Bah, ce que je dis à un moment donné, la majorité ne fait pas la vérité. Hein. On peut être d'accord. Beaucoup de personnes, alors c'est vrai que c'est troublant, parce que les scientifiques, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui ont fait les plus hautes écoles. Bon, je vais vous donner les arguments, puis après vous ferez ce que vous voudrez. Hein. Mais je pense qu'il faut les donner, et personne ne les donne aujourd'hui, ou pas grand monde en tout cas. Alors d'abord, faisant suite immédiate à ce qu'on vient de dire, il faut choisir. Soit les êtres sont le produit de l'évolution et ils n'ont aucune autonomie, comme étant constitués d'extérieur, soit ils ont une autonomie et on ne voit pas comment cette autonomie leur viendrait de l'extérieur, alors que le propre de l'autonomie, c'est justement de ne pas dépendre de l'extérieur, mais de soi-même. Vous voyez, vous me suivez? Il y a là une contradiction qui ne peut se résoudre par des explications évolutionnistes aussi simplistes. Vous voyez? Cette autonomie, d'ailleurs, rend toute évolution impossible par elle-même, car, on le répète, soit l'être vient de l'extérieur et alors il n'a pas d'autonomie, soit il a une autonomie et il ne dépend pas de l'extérieur dans sa formation essentielle. Or, l'homme a une véritable autonomie par rapport au monde dans lequel il vit, on vient de le voir. Il réagit aux sollicitations extérieures et même intérieures en fonction de ce qu'il est, et non comme quelque chose d'entièrement passif, de constructif. Vous voyez ?
En principe, il maîtrise ce monde jusqu'à un certain point, selon son pouvoir d'autonomie, qui n'est pas illimité, on sait, mais qui est tout à fait réel et remarquable par endroits, hein, son pouvoir d'autonomie. Donc, soit l'homme maîtrise, ou du moins gère ce qui lui vient de l'extérieur, soit il n'est plus capable de le gérer pour diverses raisons, et il ne change pas, il périt, hein, en tout ou partie. Il n'est pas le résultat passif de forces extérieures, modélables à souhait, vous voyez. Si on veut objecter qu'il s'adapte, il faut répondre que c'est l'être qui a une faculté d'adaptation, vous voyez, qui lui vient de sa nature. Ce sont des possibilités qu'il a en lui et qui ne sont pas indéfinies. Elles ont un certain seuil. Et si le seuil est dépassé, l'être périt, il ne se transforme pas, vous voyez. Il périt en partie, comme avec la maladie, ou en tout, comme à la mort. Hein? Et si cette théorie était vraie, si l'homme était le résultat de modifications extérieures, il ne périrait pas, il s'adapterait toujours. Vous voyez. Alors si on veut dire qu'il s'adapte à certaines conditions et pas à d'autres, et qu'il a rencontré jusqu'à présent des conditions favorables à son développement grâce au hasard, eh ben, on vient buter encore contre son autonomie, qui s'oppose à toute transformation de sa nature. Et si on veut porter atteinte à cette autonomie qui dépend de sa nature, l'être ne s'adapte pas, il périt. Faut arrêter l'imagination et puis il faut voir les choses en face avec la raison, la droite raison. Cette autonomie ne résulte pas d'une action extérieure, cela s'oppose à la conception même d'autonomie, qui veut dire qu'il dépend de soi-même et non de l'extérieur. Hein? Pardon, je regarde quelque chose. Certes, l'homme et tous les êtres qui ont des facultés d'adaptation, certes, l'homme et tous les êtres ont des facultés d'adaptation, et des remarquables chez certains comme l'homme, mais pas de transformation, hein, à laquelle s'oppose l'autonomie. On le répète, soit les êtres sont transformables à souhait et ils n'ont pas d'autonomie, soit ils ont une autonomie et ne sont pas transformables à souhait, mais les deux ensemble ne sont pas possibles. C'est un point important dans cette fausse théorie de l'évolution, qu'on ne sait pas ou on ne veut pas faire la différence entre adaptation et transformation. On transforme une voiture en camionnette, un être vivant s'adapte à certaines circonstances mais pas à toutes, et s'il n'a pas l'adaptation correspondante dans des circonstances données, on le répète, il ne s'adapte pas, il périt en tout ou en partie. Par exemple, un homme peut vivre dans une certaine fourchette de température, peut-être entre moins et plus 80 degrés, bon, c'est peut-être beaucoup, ou disons 60, mais en dessous ou au-dessus, il ne s'adapte pas, il périt. On a vu d'ailleurs jusqu'où va cette autonomie pour l'homme, qu'elle dépasse de loin une simple autonomie matérielle. Les autres grandes lacunes de cette théorie de l'évolution, telle qu'on veut nous la faire croire aujourd'hui. On part d'un monde en formation à l'état visible, disons embryonnaire. On part, premièrement. Les autres lacunes de cette théorie, telle qu'on veut nous la faire croire. Premièrement, on part d'un monde en formation à l'état, disons, embryonnaire, comme la soupe primitive, comme ils disent. Hein. Deuxièmement, à partir duquel monde d'origine se seraient formés peu à peu les êtres, par autogenèse, grâce au hasard, sur des milliards d'années,
jusqu'à devenir ce monde extrêmement complexe et diversifié que l'on connaît aujourd'hui. Visiblement, cette théorie de l'évolution veut nous expliquer comment le monde s'est formé, l'évolution, l'origine du monde, l'origine des espèces, il y a des titres comme ça. Il commence par dire qu'un monde existait déjà, était déjà formé, il était embryonnaire si on veut, mais déjà bien fourni, à partir duquel les êtres se seraient transformés en d'autres êtres jusqu'à aujourd'hui. Bon. Alors, il faudrait savoir, il ne s'agit pas alors de parler de l'origine du monde, mais de certaines transformations dans ce monde qui se seraient réalisées au cours du temps, à partir d'un monde déjà bien formé. Alors, question, d'où vient ce monde d'origine, cette soupe primitive? D'où vient cette matière, ces forces, cette énergie, cette vie? Pas de réponse. On suppose. Pour des scientifiques, c'est pas très fort. On veut que tout cela soit actif et produise de nouvelles formes d'existence par hasard. Bon. D'où vient cette activité? Qu'est-ce qui va donner à ces forces, à cette énergie d'agir dans un sens donné, avec une intensité déterminée, Ça se fait pas n'importe comment. Pas de réponse. Par exemple, si j'agite ma salade pour la mélanger, il ne va pas en sortir un chimpanzé ou un éléphant. Il faut des forces déterminées pour faire quelque chose de déterminé, ça ne se fait pas comme ça. Il ne s'agit pas en effet que ces forces s'agitent n'importe comment, comme en tout sens. Je fais ma soupe le soir, je mets des ingrédients, j'ai une soupe aux poissons par exemple, je mets plein de poissons, des crevettes, du homard, une bonne soupe de poisson, des aromates, etc. Je remets tout ça pour que ça soit bien mélangé, il ne va pas en sortir une souris ou un ver de terre. Ça va plutôt dans le sens du mélange que vers une différenciation multiple. Voyez. D'ailleurs, le but, quand on veut mélanger une salade ou une soupe, c'est que ça fasse une espèce de... ça se rapproche de l'homogénéité. Dire qu'un monde informe existait au départ et qu'il va se transformer sous l'action de forces, d'énergie, il faudra que ces forces soient aussi variées que la diversité du monde à venir, voyez, dont il doit résulter. Mais d'où viennent ces forces? Avec chacune leur particularité. Particularité à un moment donné, et puis à un autre moment donné, elles varient, etc., pour former. Alors d'où viennent ces forces? Elles existaient déjà, dit-on. Elles étaient là, déjà, toutes prêtes à l'emploi. C'est pratique, ça. Affirmation tout à fait gratuite. Alors, en fait, c'est reculer le problème d'un cran. Ce n'est pas le résoudre. Car on ne dit pas d'où viennent ces forces qui vont produire le monde dans son immense et magnifique diversité. D'où elles viennent, comment elles sont formées, comment elles ont été particularisées, déterminées, à donner des effets déterminés. À tout effet déterminé doit correspondre à une cause déterminée. C'est pas le... Alors, le hasard, on va en parler, voilà, c'est là. On parle du hasard. Alors, et le hasard, c'est quoi? On verrait que beaucoup de ceux qu'on appelle savants, dans la plupart sont pour l'évolution, sont des physiciens. Le hasard, c'est quoi? Or, le travail d'un physicien, c'est précisément, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, je plaisante, on le sait, le travail d'un physicien, c'est de rechercher des lois physiques qui vont constituer sa science. Sa science est essentiellement faite de lois physiques. Une loi physique, en effet, c'est précisément ce qui va permettre aux physiciens de comprendre comment se réalise un phénomène, du moins du point de vue mathématique aujourd'hui, et d'être certain de le retrouver dans les mêmes conditions. Bon, j'insiste pas là-dessus, je crois que c'est assez clair.
Une loi, vous savez, c'est un phénomène qui va se reproduire toujours de la même manière, dans les mêmes conditions. Et c'est ça qui fait la science, parce que ce sont des choses qui ne varient pas et on est certain de retrouver les mêmes choses dans les mêmes conditions. Sans loi physique, il n'y aurait pas de science ni de physicien. Et les lois physiques découlent du déterminisme de la nature. Hein? S'il n'y avait pas de déterminisme dans la nature, il n'y aurait pas de loi physique, ni donc de science physique, ni donc de physiciens, et le monde serait un chaos complet. Hein? C'est grâce au déterminisme de la nature physique qu'il y a des lois physiques, et c'est grâce à ça qu'il y a que la physique fonctionne, si on peut dire, et c'est grâce à ça aussi qu'il y a des physiciens. Or, le hasard, c'est précisément ce qui s'oppose directement au déterminisme, parce que si c'est déterminé, ça n'arrive pas par hasard. Et si ça arrive par hasard, c'est pas déterminé, du moins apparemment. Hein? Vous comprenez? Le hasard, je répète, c'est précisément ce qui s'oppose directement au déterminisme. Je crois que c'est assez clair. Parce que si c'est déterminé, ça n'arrive pas par hasard. Et si ça arrive par hasard, ce n'est pas déterminé, du moins apparemment. Donc, parler de hasard dans la formation du monde, c'est une aberration complète. Surtout pour des physiciens, des gens qui se disent scientifiques, et c'est directement contre l'expérience. Même ce qu'on prend pour un hasard, par exemple, dans la conception d'un homme parmi ces innombrables spermatozoïdes, c'est pas du hasard. C'est un cas précis réalisé parmi d'innombrables possibilités, tout aussi déterminées les unes que les autres. Hein, c'est pas n'importe quoi. Chaque spermatozoïde, en principe, hein, sauf malformation, il y a tout ce qu'il faut pour faire, avec l'ovule, pour faire un homme. Hein. Chaque spermatozoïde a tout un patrimoine génétique pour former un être humain complet, et chacun a ses particularités précises, ce n'est pas n'importe quoi. Et sans ces possibilités réelles et précises, il n'y aurait pas de réalisation possible. Vous voyez ? Ce n'est pas un fantôme appelé hasard qui façonne les spermatozoïdes et les conduit jusqu'à l'ovule, hein, un petit coup de baguette magique et puis paf. Ah non. On appelle hasard, bon évidemment il y en a un qui va arriver alors que tous les autres, comment dire, qui va arriver le premier. Mais les autres sont là et ils ont tous leurs particularités tout à fait déterminées. On veut faire quoi un hasard comme un absolu qui serait cause des êtres, hein. Alors que le hasard n'est rien en fin de compte, c'est de la fumée. Hein. Dire qu'une chose est arrivée par hasard, c'est dire qu'on ne sait pas comment c'est arrivé. Vous voyez ? C'est parler d'une chose qui arrive en dehors de toute attente, de toute prévision. Bah oui, il faut regarder les mots en face et puis regarder la signification des mots. Hein. On emploie des mots sans chercher à savoir ce que ça veut dire. Ni chez ceux qui les pondent, ni chez ceux qui les reçoivent. Hein, parler par hasard, c'est parler du hasard, c'est parler d'une chose qui arrive en dehors de toute attente, de toute prévision. Hein, c'est toujours en rapport avec une intention. Et on en parle à propos de quelque chose qui arrive. Pardon, on en parle à propos d'une chose qui arrive en dehors d'une intention, soit de l'auteur du fait, soit des spectateurs. Hein. Bon, par exemple, je rencontre un ami en Chine par hasard. Hein, c'était imprévu. Mais ce qui nous a poussé chacun à être en Chine à ce moment-là était bien déterminé. Moi, par exemple, je suis allé en vacances et puis lui, il est allé pour un voyage d'affaires. Bon, puis on se rencontre là-bas par hasard. Bon. Le hasard fait bien les choses. Ah, bonjour, tu es là. Dis donc, le hasard fait bien les choses. Comment tu vas, etc. Bon. Le hasard, oui, parce qu'il ne s'y attendait pas du tout.
Mais en fait, les causes étaient parfaitement bien déterminées. Moi, je savais parfaitement, j'ai réservé mon avion depuis longtemps, un billet d'avion pour aller en Chine, en vacances, avec ma femme, mes enfants et tout. Et puis lui, pareil, il va en voyage d'affaires. C'était tout était bien déterminé depuis au moins un certain temps. Et c'est un hasard. C'est un hasard, la rencontre n'était pas dans notre intention à chacun ni prévu. Hein, on n'avait pas déterminé ni l'un ni l'autre dans notre intention de nous rencontrer à cet endroit-là en Chine. Ni les causes, ni le lieu, ni le temps. Mais ce qui nous a déterminé à y aller, tout ça c'était bien déterminé, vous voyez. Donc le hasard, en fait, c'est un manque de connaissance de certaines choses, c'est un manque d'intention. C'est quelque chose qui arrive en dehors d'une intention. Ou bien un caillou sur la route qui se trouvait là par hasard me fait tomber de vélo. Il aurait pu ne pas être là, mais il est bien là. Les causes, moi, et ce qui a provoqué la présence du caillou sont bien réelles et bien déterminées. Je peux dire qu'il est là par hasard, mais ça ne change rien à l'enchaînement des causes physiques déterminées qui sont à l'origine de sa présence à cet endroit. Bien prétexter le hasard dans la formation du monde, c'est à la poudre aux yeux pour ceux qui ne prennent pas la peine de réfléchir. Mais si on prête attention, on s'aperçoit des subterfuges. Il faut se poser la question. Un fait est le fruit de causes déterminées ou non, soit l'un, soit l'autre. S'il n'y a pas de cause déterminée, il ne se passe rien. Hein? Et donc, il n'y a pas de fait. Donc, s'il y a un fait, hein, si je décide pas de, par exemple, je suis sur place, si je décide pas d'aller ni en avant, ni en arrière, ni à côté, ni en haut, ni en bas, je bouge pas, il se fait rien. S'il n'y a pas de cause déterminée, il ne se passe rien. Et donc, s'il y a un fait, il y a forcément une cause déterminée. La cause, si elle n'a pas d'existence par elle-même, a aussi forcément une cause déterminée et ainsi de suite. Et on ne voit pas où pourrait se loger le hasard en tout cela, qui est par excellence quelque chose de non déterminé, du moins pour une intention. Bon, là, je vous dis encore les grandes lignes, mais Aristote a étudié le hasard plus précisément, plus profondément. Il faut voir hein, les études d'Aristote. Il est peu connu d'ailleurs parce qu'il est très très difficile. Hein. C'est un véritable scientifique. Hein. Mais bon. Alors, et si on continue le raisonnement sur l'enchaînement des causes, si le fait a une cause déterminée, si elle n'a pas l'existence par elle-même comme cause, il faut qu'elle tienne sa détermination à autre chose. Hein. Et ainsi de suite. Et en remontant l'enchaînement des causes, comme on l'a fait lors de la démonstration de l'existence de Dieu, on doit arriver à une cause qui a l'existence par elle-même, comme on l'a vu hein, dans la démonstration de l'existence de Dieu. Donc, de n'importe quelle façon qu'on s'y prenne, si on veut procéder rationnellement, scientifiquement, comme ils disent, hein, ils ne savent pas les pauvres, du moins dans ce qui sort de leur domaine. Si on veut procéder rationnellement, scientifiquement, premièrement, il n'y a pas de place pour le hasard dans le monde physique. Et deuxièmement, on est obligé d'arriver à l'existence d'un être prodigieusement intelligent et puissant qu'on appelle Dieu, qui est forcément créateur du monde, comme on l'a suffisamment montré. Du point de vue théologique, ceux qu'on appelle scientifiques, qui ne le sont pas quand ils parlent de cette évolution, sont gravement responsables devant Dieu hein, de propager le mensonge qui fait perdre la foi en Dieu, comme le dit nettement saint Paul dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Hein.
La colère de Dieu éclate du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice divine. Qui, par leur injustice, contre toute impiété et toute injustice, qui, par leur injustice, retiennent la vérité captive. Ils retiennent la vérité captive. C'est grave. Ils ont une grave responsabilité, non seulement en eux-mêmes, mais aussi par rapport à tous ceux qui acceptent ces conceptions-là et qui sont faites pour faire disparaître le souvenir de Dieu sur la terre. Parce qu'évidemment, si tout est arrivé tout seul, il n'y a plus besoin de Dieu, il n'y a plus besoin de rien. Et nous, puis c'est affreux, c'est cauchemardesque, venir du hasard. Je suis un amas d'abord, je suis que de la matière, je suis un amas d'atomes. Je viens du hasard, mes atomes sont... Bon, j'ai des parents, mais bon, c'est des atomes aussi. On peut tomber dans des... Bon. Voilà, fin de cette deuxième partie. À tout à l'heure pour la troisième partie. Bon courage, bonne réflexion, à bientôt.